Bienvenue les étudiants, c'est la quatrième lecture du cours Conception graphique pour les médias, présenté aux étudiants de l'université Mid-Ocean inscrits en licence en médias numériques. Donc notre quatrième lecture est intitulée Éléments de conception graphique. Donc on va voir aujourd'hui les éléments de conception graphique et ceci après 3 séances. Donc j'espère que vous avez très bien lu les documents PDF des cours, bien visualisé les vidéos et les documents en PowerPoint pour pouvoir mieux avancer vers la pratique parce que nous sommes jusqu'à maintenant dans une phase théorique. Donc, la lecture 1 était à propos d'une introduction à la conception graphique. Donc, on a vu des définitions, d'autres détails ayant rapport aux caractéristiques d'un bon graphiste, aux spécificités du métier du graphisme ou bien du design graphique. Donc, la première séance était introductive. La deuxième lecture dans laquelle on a vu un aperçu sur l'historique de la conception graphique, on a vu combien c'était ancien et on a bien fait un focus sur la relation entre naissance du graphisme et innovation de l'imprimerie, ainsi que toutes les autres étapes qui ont amené vers la naissance d'une définition récente et moderne du graphisme. La troisième lecture était consacrée au processus de conception graphique. Bien sûr, il s'agit d'un processus de différentes étapes interreliées qu'on a déjà vécu. Donc, il ne s'agit pas de faire le design comme ça à l'instant T, mais il y a des préparatifs, il y a des équipes, il y a des spécialités, il y a des tâches à faire et ceci tout au long le temps, bien sûr, dans le cadre d'une stratégie. Donc, ça nécessite tout un processus. Aujourd'hui, on va parler des éléments de la conception graphique. Donc, on va commencer petit à petit à découvrir le monde du design graphique ou bien de la conception graphique. On va entrer dans ce qui est spécialité du graphisme. Bien sûr, les étudiants dans les écoles des beaux-arts étudient ça de façon très approfondie. Bien sûr, il s'agit de leur spécialité, mais vous, en tant qu'étudiant en médias numériques et vous êtes en train de suivre des cours en matière de conception graphique, il faut savoir des idées sur la théorie de base en matière de conception graphique et on va commencer par les éléments de conception graphique aujourd'hui dans cette lecture 4. Donc, révisez bien les 3 dernières lectures et essayez de bien se concentrer sur cette nouvelle lecture. Bien sûr, le cours en 1h30 ne pourra pas donner des idées vraiment variées, approfondies sur les éléments de conception graphique, mais il s'agit là des concepts clés, des éléments clés et vous pouvez encore faire la recherche sur les moteurs de recherche sur Internet si vous voulez découvrir quelque chose ou bien plus de détails. Et bien sûr, on aura un rendez-vous chaque lundi de 5 à 6 heures. Vous étiez toujours absents les étudiants. J'espère que vous allez être là la prochaine séance, donc chaque lundi, en discussion directe en ligne. J'attends vraiment vos questions. J'aimerais bien savoir ce que vous avez compris du cours, ce que vous n'avez pas compris parce que on a dit dès la première séance que la matière de conception graphique ça s'apprend petit à petit, pas du jour au lendemain on devient un graphiste et bon concepteur parce qu'il s'agit aussi de la créativité, des compétences créatives et artistiques. Donc à chaque semaine on avancera un pas. Donc, on a beaucoup d'exercices à faire d'ordre mental durant cette semaine, à part
le suivi du contenu du cours, mais on aura d'autres exercices à faire, d'autres questionnements à se faire poser. On doit faire attention à tout ce qui nous entoure comme études graphiques, comme produits graphiques. On doit visiter des médias en ligne, suivre la télévision, visiter les sites web des graphistes, faire attention au logo des entreprises. Donc, il y a tout un effort. Donc, si vous voulez bien réussir la matière de conception graphique et réussir l'examen final, et bien sûr réussir votre vie scientifique et prochainement professionnelle, donc il faut bien développer aussi vos compétences artistiques et ceci suite à l'échange des idées dans les cours de discussion. Puisqu'on est en ligne, on ne peut pas se rencontrer, donc votre présence est très nécessaire dans les cours de discussion en ligne pour échanger les idées, pour vous donner des réponses à vos questions, pour vous inciter à faire de la manipulation. On commence par la découverte des graphismes fameux, des couleurs, de l'ambiance générale de la conception graphique pour passer à la manipulation des logiciels et des programmes numériques. Donc j'espère que vous seriez présent la prochaine séance de discussion pour pouvoir très bien avancer, parce que jusque-là, j'ai pas d'aperçu clair sur votre niveau réel, sur ce que vous êtes en train d'apprendre, sur les points qu'on doit améliorer ensemble, etc. Donc, dans notre plan du cours aujourd'hui, on va parler de la ligne. Donc, on va parler principalement, comme on l'avait dit, des différents éléments de conception graphique. Il y a différentes théories. Certains parlent de 5 éléments de base, d'autres de 7 éléments de base. Bien sûr, les intitulés diffèrent de théorie à d'autres, d'experts à un autre. Certains parlent de la ligne, d'autres parlent de l'alignement, mais on a essayé d'englober les principales ou bien les principaux éléments de la conception graphique, qui sont la ligne, la forme, la couleur, la texture, le type, l'espace et l'image. Donc, on va parler en détail. Bien sûr, essayez de fournir des efforts de recherche, parce que la couleur, il ne s'agit pas de 3 ou 5 slides, mais il s'agit de chapitres, de leçons, de livres. C'est un monde trop vaste, le monde de la couleur, des lignes aussi, des textures, des images. C'est un monde trop vaste qui nécessite encore plus de recherche et nécessite un travail à la maison, une recherche, une amélioration de nos connaissances pour être réellement plus proche de l'information. Donc, la ligne est le premier élément dans la conception graphique. On va commencer par la définition. Les lignes sont toujours bien plus que de simples points reliés entre eux. Donc, c'est quoi une ligne? C'est un ensemble de points reliés entre eux. C'est la leçon qu'on donne à un enfant ou bien un élève en première année primaire. Donc, c'est la définition basique, mais elle est trop simple et évidente, mais elle est très importante dans la construction d'un graphisme. En fonction de leur forme, de leur poids, de la longueur et de leur contexte, les lignes peuvent vous aider à organiser l'information, à définir les formes, impliquer le mouvement et à transmettre les émotions. Donc, cette ligne simple pourra avoir différentes formes, longueurs, poids, intégrées dans de différents contextes. Donc, il ne s'agit pas d'une ligne simple, mais c'est quelque chose de compliqué et quelque chose aussi qui pourra nous aider à déduire différents messages, à interagir avec le graphisme. Donc,
on a dit que les lignes sont un ensemble de points reliés entre eux et en fonction de la forme des lignes, des poids, longueur, contexte, ces lignes peuvent nous aider à organiser de l'information. Donc, derrière chaque ligne, on trouvera de l'information et on se souvient bien dans la première leçon qu'on avait très bien dit que la discipline de conception graphique vise à transmettre des messages à un public ou bien un client d'entreprise. Donc, les lignes nous aident à organiser de l'information, à définir des formes, impliquer le mouvement et à transmettre des émotions. Donc, les lignes sont source d'émotions et on va découvrir ça dans les différents prochains slides. Quels sont les types de lignes? Lorsqu'il s'agit de choisir les lignes appropriées pour les projets, les concepteurs ont de nombreuses possibilités. Les lignes peuvent être horizontales, verticales, diagonales. Bien sûr, on savait très bien c'est quoi une ligne horizontale, verticale, diagonale. Être des lignes droites, incurvées ou en forme libre. Être en zigzag ou créer d'autres motifs. Être solide, cassé ou implicite. Donc, il s'agit de différents types de lignes pour exprimer de l'information et générer d'émotions. Quels sont les messages que les lignes peuvent expliciter? Donc, pensez au type de lignes que vous voyez dans votre vie quotidienne et rappelez-vous des types de messages qu'elles vous transmettent en fonction de leur contexte. Donc, en fonction du contexte du graphisme, les lignes peuvent transmettre des informations, des émotions et principalement des messages. On parle de messages dans le monde de communication. Donc, les lignes sombres sont plus lourdes, peuvent communiquer la stabilité ou indiquer une menace. Donc, si je veux transmettre le sens de stabilité ou bien je veux indiquer le sens d'une menace dans mon graphisme parce que le contexte impose cela, donc j'emploie les lignes sombres. Donc, il faut faire très bien attention prochainement lorsque j'aurai à faire une conception et à la réaliser. C'est pas comme ça dans l'air, mais je dois me référer à la théorie. Donc, je révise mon cours. Voilà. Je dois utiliser ou bien employer les lignes sombres si je travaille sur un contexte de menace. Les lignes griffonnées peuvent suggérer l'excitation, la confusion ou bien le désordre. Les lignes en zigzag peuvent exprimer l'électricité ou la colère. Et bien sûr, les logos anciens, classiques des entreprises d'électricité et du gaz utilisent bien les lignes en zigzag pour signaler qu'il s'agit d'électricité ou bien qu'il s'agit de danger d'électricité ou bien de colère et bien sûr parfois des lignes en zigzag et en rouge pour désigner la colère. Donc, ces entreprises d'électricité et du gaz ont utilisé des logos d'ordre classique avec ces lignes en zigzag, mais les années récentes, elles ont changé la conception ou bien la ligne éditoriale de leur design. Ils commencent à utiliser des formes rondes pour expliciter le sentiment de sécurité, etc. Parce que ces lignes en zigzag ont bloqué la communication entre ces entreprises-là et leurs clients en quelque sorte. Donc, il s'agit toujours de danger, il ne s'agit pas d'une entreprise publique d'électricité et du gaz
qui doit être en toute harmonie avec les citoyens, qui est à leur service, mais ça a donné un sens de danger, de confrontation et de non-communication. Les lignes ondulées peuvent suggérer la fragilité, l'élégance, l'incertitude ou la beauté. La ligne droite et fine, donc c'est un élément délicat qui génère la simplicité et fait un design épuré. La ligne courte suggère de la fermeté dans sa conception. La ligne courbe avec bord droit, c'est un élément qui veut parler d'excitation, de mouvement brusque. La ligne courbe avec bord arrondi, c'est un élément comique et décontracté. Il est utilisé dans les agences de marketing elles-mêmes pour donner un ton joyeux et amusant. L'ensemble de lignes droites, c'est un ensemble que vous formez par une ligne verticale avec une ligne horizontale, évoque la stabilité. Alors, il donne un critère formel à la conception. Les lignes invisibles que l'on trouve dans les grilles de dessins imprimés servent de guide, offrant au projet plus de structure et de direction. Quant aux lignes visibles, avec leur poids et leur forme, elles peuvent être utilisées pour communiquer une variété de messages et d'ambiance dans le travail final d'un concepteur. Donc, différents messages que peuvent donner ces lignes-là. Et comme on l'avait dit, ça dépend du contexte du graphisme. Pardon, ça dépend du contexte du graphisme parce qu'on l'avait dit dans les dernières séances, le designer reste avec l'entrepreneur, il parle de l'entreprise, de ses objectifs, de son audience, de son historique, de ses produits. Donc, le designer retire les messages qu'il doit diffuser ou bien expliciter à travers son travail graphique. Et là, il aura à choisir une ambiance de ligne pour mieux exprimer les messages qu'il veut ou bien les émotions, etc. Donc, ce qui concerne la ligne, ses définitions, les différents types de lignes et bien sûr les messages que ces différents types de lignes peuvent exposer. Donc, ici, on est en train de voir de différents types de lignes, les lignes droites, verticales, horizontales, obliques, donc les courbes, les brisées, les spirales. Donc il y en a différents types de lignes. Vous pouvez faire aussi la recherche sur Internet pour comprendre les différents types de lignes. Donc ici, d'autres types de lignes, les mêmes types, mais en insérant les formes aussi. Les formes triangulaires, circulaires, spirales, rectangulaires, etc. Avec l'emploi des lignes comme vous êtes en train de le voir ici. Et comme on l'avait dit, toutes ces lignes-là exposent des messages, de l'information, bien sûr, dans un contexte donné. La forme. La forme est le deuxième élément de la conception graphique. Après la ligne vient la forme. Donc, dans la définition, au fin de la conception graphique, les formes sont mieux comprises comme des zones, des formes ou des figures contenues dans un périmètre délimité ou un contour fermé. Une forme est un espace clos défini par des lignes ou contrastant avec son environnement.
Donc, les formes, bien sûr, on l'avait vu dès la phase de l'enseignement primaire et aussi secondaire dans de différentes matières, mais ici, dans la conception graphique, on est relié, interrelié à l'environnement, à l'audience, à la conception et la transmission de messages, etc. Donc, la forme est un espace clos défini par des lignes. Bien sûr, la forme est définie par les lignes qu'on a vues ou contrastant avec son environnement. Donc, quels sont les types de la forme? Il existe deux types de formes que tout graphiste devrait comprendre. Quels sont ces deux types de formes? Premier type de forme sont les formes géométriques. Elles peuvent inclure des formes bidimensionnelles ou tridimensionnelles. Elles sont créées par un ensemble de points reliés par des lignes droites ou courbes et sont généralement abstraites et simplistes. Les formes géométriques peuvent être des triangles, des pyramides, des carrés, des cubes, des rectangles, des pentagones, des hexagones, des octogones, des décagones, des cercles. Bien sûr, lorsqu'on parle d'hexagone, octogone, etc., le nombre de lignes composant cette forme-là, ou bien 10, ou bien 8, 11, donc tout dépend du nombre des lignes qui composent cette forme-là, la nomination change. Des cercles, des ellipses et des sphères, donc toutes ces formes-là, on les a vues dans les cours de mathématiques et la géométrie dans l'espace aussi. Ces formes sont géométriques en utilisant un ensemble de lignes pour formuler ou bien former composer ces formes géométriques. La deuxième forme, le deuxième type des formes, il s'agit des formes biologiques, sont beaucoup moins uniformes, proportionnelles et bien définies. Elles peuvent être symétriques ou asymétriques. Elles peuvent comporter des formes naturelles comme des feuilles, des cristaux et des vignes, ou des formes abstraites comme des taches et des gribouillis. Donc ces formes biologiques-là, on les trouve dans la nature, dans même notre corps humain. Il s'agit de la forme des yeux, par exemple, qui soit symétrique, la forme du nez, de la bouche, etc. Les formes des fleurs dans la nature, des arbres, des feuilles des arbres. Donc on voit combien les feuilles d'un même arbre se ressemblent, ont presque la même forme, mais avec une différence dans la taille, etc. Donc ce sont là les formes biologiques qu'on peut trouver dans la nature, qui soit symétrique ou bien asymétrique. Tout dépend de la nature de ces formes biologiques. Quels sont les messages que la forme ou bien les formes peuvent exposer? Donc, on a dit que la forme est composée par des lignes. La ligne expose des messages, donc automatiquement la forme nous explicite ou bien nous traduit aussi un message. Quels sont les messages que les formes peuvent expliciter? Donc les gens associent souvent les bords et les anneaux arrondis avec la positivité, la communauté, l'amour, l'amitié et l'harmonie. Donc, tout ce qui est bord et anneau arrondi à la forme, ayant la forme ronde, peut exposer la forme de le message de positivité, de communauté, de groupe, d'amour aussi, d'amitié, d'harmonie, de quelque chose en groupe, de quelque chose de protégé, etc. Donc, ici, on fait bien attention à des insertions parlant des sentiments d'amour ou bien d'amitié. On va trouver des formes d'ordre arrondi et non pas des formes d'ordre aigu ou bien utilisant des lignes en zigzag, etc. Donc, les carrés et les rectangles peuvent suggérer l'équilibre, la fiabilité et la force. Donc tout ce qui est carré et rectangle, c'est quelque chose de bien organisé, de correct, on disait. Ça traduit le sens de l'équilibre, quelque chose de bien équilibré,
de stable, exposant un sens de force, de fiabilité. Les triangles ont des associations culturelles avec la science, la religion, l'histoire, la civilisation et le pouvoir. Donc, les triangles sont synonymes aux associations culturelles telles que les sciences, la religion, l'histoire, la civilisation et le pouvoir. Souvent, on voit des triangles sous forme, par exemple, de pyramides pour parler de l'historique d'un pays ou bien de quelque chose, d'une civilisation, un sens de pouvoir. On parle du sommet et de la base. Le sommet, c'est le roi ou bien le président. Et la base sont le peuple ou bien les citoyens. Donc, et tout ça est désigné par des triangles ou bien des pyramides. Donc, si vous choisissez un certain ensemble de formes, vous pouvez transmettre la stabilité, la fiabilité et l'organisation. Choisissez en d'autres et vous communiquerez le chaos, la création et le plaisir. Donc, dans notre conclusion en ce qui concerne la forme, la forme nous donne un message précis et clair. Donc, toute forme nous donne un message précis et clair. Et si on change cette forme avec de différentes autres lignes, le message change. Donc, tout dépend du message qu'on veut transmettre. On choisit la forme et les lignes dans notre graphisme. Donc, je ne sais pas si vous comprenez le rapport entre message, forme et ligne. Donc, le message est très en relation avec la forme et la ligne. Je ne peux pas dessiner, par exemple, un graphisme renfermant des lignes en zigzag pour exposer le sentiment d'amour et d'amitié. Non, non, il s'agit d'une vie en danger, d'une vie qui n'est pas stable, d'une vie ayant des moments durs et difficiles et aigus. Donc, il faut bien employer des lignes arrondies, des cercles, des sphères, pour exposer le sentiment d'amour et d'amitié. Donc, selon la psychologie de la Gestalt, une théorie de conception prédominante, donc selon cette théorie, les spectateurs donnent un sens aux conceptions en les considérant comme un tout plutôt que comme leur partie individuelle. Donc, les gens, les récepteurs, les spectateurs, l'audience d'un média donnent le sens aux conceptions. Donc, ils ne donnent pas un sens à une ligne séparée, à une forme séparée, mais à une conception en les considérant comme un tout, plutôt que comme des parties individuelles, comme un ensemble de lignes. Non, non, le spectateur ou bien le récepteur donne un sens aux conceptions et à un ensemble de formes et de lignes. Donc, à travers l'ensemble des formes et des lignes, le récepteur retire un sens de cette conception globale. En choisissant des formes intéressantes et appropriées, vous êtes sur la bonne voie pour offrir aux spectateurs une conception plus agréable à l'œil et qui attire l'attention. À part les messages, il faut être aussi agréable à l'œil. Donc, je ne vais pas faire un mélange de lignes et de formes pour dire, ah, voilà, c'est le message que je veux transmettre et c'est tout. Non, non, la forme doit être aussi agréable à l'œil, acceptée par l'œil. Elle attire aussi l'attention parce que n'oubliez pas que derrière la conception graphique, il y a un besoin à la commercialisation et au marketing. Donc, je veux bien me différencier des autres concurrents, des autres entreprises, des autres logos d'entreprise. Donc, je recherche la différenciation et je dois bien attirer l'attention du consommateur. Donc, c'est là
un message ou bien un objectif principal lui aussi. Donc, je dois bien attirer l'attention, être agréable à l'œil et aussi transmettre des messages clairs. Donc, tout un packaging de tâches à faire par un concepteur graphique. Donc, en utilisant les lignes et les formes, il aura à transmettre des messages, des informations, mais aussi être agréable à l'œil et attirer l'attention du récepteur. Ici, insère une insertion de différentes formes. Donc, vous voyez des formes géométriques variées, donc utilisant les lignes. Ici, d'autres formes qu'on utilise, c'est telles que des tâches dans la nature. Donc, les formes sont, comme on l'avait dit, géométriques ou bien biologiques, de différentes formes. Donc, vous pouvez aussi approfondir vos connaissances à propos des lignes et des formes et des autres éléments de conception graphique en visitant le moteur de recherche Google. Il y en a plein d'images à choisir qui vont vous faire bien comprendre les caractéristiques de ces éléments-là, surtout en faisant la comparaison entre ce que vous allez trouver sur Internet. La couleur, c'est un troisième élément. Après la ligne, la forme, on trouve la couleur. Dans la définition de la couleur peut être un outil utile pour communiquer une ambiance ou susciter une réponse émotionnelle de votre spectateur. Aussi, la couleur nous communique de l'information et plutôt de l'ambiance. La théorie des couleurs et l'art chromatique constitue un guide pratique pour les graphistes qui souhaitent sélectionner une couleur unique ou combiner plusieurs couleurs de manière harmonieuse ou intentionnellement discordante. Donc, il s'agit d'un nombre varié de couleurs. Bien sûr, on va voir les couleurs de base, mais dans le monde des logiciels, les logiciels nous offrent une multitude de choix des couleurs. Donc, chaque couleur a une référence numérique. Le designer choisira la référence qu'il veut et bien sûr, il pourra faire le mélange d'un ensemble de couleurs pour retirer la couleur recherchée parce que cette couleur convient mieux au design de l'entreprise ou bien à la charte graphique de l'entreprise. Quelles sont les catégories des couleurs? Donc, en matière de conception graphique, certaines couleurs sont regroupées dans des catégories spécifiques. Donc, on peut différencier entre des catégories spécifiques des couleurs. Les couleurs primaires qui sont le rouge, le jaune et le bleu, sont définies comme les couleurs à pigments purs à partir desquels toutes les autres sont réalisées. Il n'est pas possible de mélanger toute autre couleur pour obtenir du rouge, du jaune ou bien du bleu. Mais en les mélangeant, vous obtiendrez toutes sortes de nuances. Donc, on a trois couleurs primaires qui sont le rouge, le jaune et le bleu. Donc, je ne peux jamais mélanger deux ou bien trois couleurs pour retirer le jaune. Le jaune existe comme couleur primaire dans la nature. C'est la même chose pour ceux qui concernent le rouge et le bleu sont des couleurs primaires qui ne peuvent pas être mélangées ou bien retirer d'autres couleurs, mais en les mélangeant, on peut donner naissance à des dizaines d'autres couleurs. Donc, les couleurs secondaires, qui sont le violet, le vert et l'orange, sont le résultat immédiat du mélange de deux couleurs primaires. Le rouge et le jaune donnent l'orange ou bien l'orangé, donc le rouge et le jaune donnent immédiatement de l'orangé. Le bleu et le rouge donnent le violet, le jaune et le vert et le bleu donnent le vert. Donc, il y en a dans ces couleurs secondaires un mélange de deux couleurs qui donne naissance de deux couleurs primaires
qui donne naissance à une couleur secondaire, les couleurs secondaires qui sont le violet, le vert et l'orange. Bien sûr, c'est ça dans le monde de peinture, mais on peut le faire rapidement pour constater euh, ce théorème artistique, mais à l'échelle des logiciels, on pourra faire le même mélange, mais selon différentes références. Les couleurs tertiaires qui sont rouge-orange, jaune-orange, jaune-vert, bleu-vert, bleu-violet et rouge-violet. Donc, ce sont là les couleurs tertiaires, sont les 6 couleurs qui résultent du mélange d'une couleur primaire et d'une couleur secondaire. En mélangeant une couleur primaire et une couleur secondaire, donc on peut tirer ou bien donner naissance à des couleurs tertiaires. Donc, ce sont là les principales catégories des couleurs. Les messages qu'on peut retirer des couleurs. Les harmonies de couleurs sont créées lorsque 2 ou plusieurs couleurs sont choisies en fonction de leur position sur la roue chromatique. Donc, les harmonies de couleurs sont créées lorsque 2 ou plusieurs couleurs sont choisies en fonction de leur position sur la roue chromatique et on parle ici de différents types de couleurs parallèles à des messages précis. Les couleurs complémentaires se situent à l'opposé l'une de l'autre sur la roue chromatique. Elles sont très contrastées et peuvent exprimer la vivacité et l'énergie ou être visuellement dérangeantes selon la façon dont elles sont utilisées. Le rouge et le vert sont des couleurs complémentaires. Donc, le rouge et le vert sont deux couleurs complémentaires et elles peuvent donner le sens de vivacité et de l'énergie. Donc, on doit comprendre le sens que donne chaque couleur. Par exemple, on désigne toujours le monde des bébés par le bleu ciel et le rose bonbon. On ne désigne pas le monde des bébés par le rouge, par exemple, par le rouge vif. Le rouge vif est désigné dans des graphismes ayant rapport au sentiment d'amour, à la fête des amoureux. Par exemple, c'est la couleur à la mode chaque février, donc on désigne la fête des amoureux ou bien les sentiments d'amour par le rouge vif. Mais le monde des enfants, on le désigne par du bleu ciel, du rose bonbon, du vert clair, du jaune clair, etc. Donc, chaque couleur nous exprime un message. Ok, par exemple, ce qui concerne le monde de la nature, tout ce qui est naturel est exprimé par le vert. Et tout dépend, dans le monde de l'entreprise, tout dépend de la nature de l'activité de l'entreprise. Donc, et on avait parlé dès la première séance de ceci. Par exemple, si le graphiste est en train de travailler sur un logo d'une entreprise ou bien sur un logo d'un cabinet de kinéthérapie, par exemple de massage, de soins et de kinéthérapie. Donc, on trouve qu'ils utilisent souvent le vert ou bien le bleu et plus souvent le vert pour dire qu'ils utilisent des produits naturels et non pas chimiques pour parler de la bonne santé, l'état de bonne santé de l'être humain, etc. De la vivacité, etc., etc. Donc, chaque couleur nous exprime un message. Les schémas de couleurs analogues utilisent des couleurs qui se situent l'une à côté de l'autre sur la roue chromatique. Ils sont agréables à l'œil et peuvent créer un sentiment d'harmonie et de calme
au niveau d'une conception. Cependant, ils peuvent aussi sembler ternes s'ils sont mal utilisés ou s'ils ne sont pas dynamisés par d'autres éléments contrastants. Donc, c'est ce qui concerne les schémas des couleurs analogues. Les schémas des couleurs triades utilisent des couleurs qui sont espacées de manière égale autour de la roue chromatique. Ils sont très vibrants et nécessitent un équilibre pour être agréables à l'œil. Les schémas de couleurs complémentaires divisés utilisent une couleur de base et les deux couleurs sont adjacentes à sa couleur complémentaire. Ils offrent un grand contraste visuel sans être gênants, ce qui explique pourquoi tant de concepteurs les préfèrent. Les schémas de couleurs tétradiques ou rectangulaires utilisent deux ensembles de couleurs complémentaires. Parce qu'ils comportent 4 couleurs, les schémas tétradiques offrent aux concepteurs une myriade de variétés et de résultats possibles. Donc, ce sont là des détails d'ordre technique que vous, en tant qu'étudiant en médias numériques, vous n'êtes pas vraiment très obligé de les utiliser. Donc, vous pouvez même utiliser des couleurs simples. Mais ce qu'on peut retirer de ces textes-là, c'est que le mélange de couleurs peut donner naissance à un message très bien précis. Donc, les schémas de couleurs carrées comportent 4 couleurs qui créent la forme d'un carré sur la roue chromatique. Ils offrent également de nombreuses possibilités de conception, mais devraient toujours être équilibrés lorsqu'ils sont utilisés. Donc, autres explications concernant les messages qu'exposent les couleurs. Lorsque vous réfléchissez à vos schémas de couleurs, vous pouvez également décider quelles teintes et quelles nuances sont appropriées pour votre projet. Les couleurs pastel peuvent sembler calmes ou peu confiantes. Les teintes vives peuvent être synonymes d'amusement et de bonheur ou sembler bon marché dans le mauvais contexte. Les teintes foncées évoquent le sérieux et le professionnalisme, mais elles peuvent aussi donner l'impression d'être sombres ou ennuyeuses si vous ne faites pas attention. Donc, en ce qui concerne les teintes foncées, on les trouve souvent dans le monde de l'entreprise ou bien des hommes d'affaires pour désigner, par exemple, des publicités en rapport au monde de l'automobile, des voitures, publicité pour des voitures ou bien pour des costumes, des hommes, bien pour des lunettes solaires, etc. Donc, on utilise des teintes foncées qui est synonyme de professionnalisme et du sérieux, soi-disant. Donc ici, on est en train de remarquer un ensemble de couleurs. Il s'agit d'une variété de couleurs. Bien sûr, sur les logiciels graphiques, chaque couleur est désignée par une référence, par un numéro, une référence numérique. Là, on détecte les couleurs chaudes, les couleurs froides. Donc, ce qui est chaud, le jaune, jaune orangé, orange, rouge orangé, rouge violacé, ce qui est froid, violet, violet, bleuté, bleu, vert bleuté, vert, jaune verdâtre. Il y en a différentes nominations de couleurs, donc la couleur est tout un monde, donc vous pouvez bien approfondir vos connaissances à propos de la couleur en naviguant sur Internet et sur Google Images plus précisément. Vous allez trouver différentes informations sur le monde de la couleur, mais il y en a des informations de base qu'on doit retenir pour mieux choisir les couleurs se référant à notre projet d'entreprise média qu'on va créer prochainement, qu'on va créer le logo prochainement. La texture, donc après la ligne, la forme, la couleur, on trouve la texture comme élément de conception graphique.
Dans la définition de la texture, c'est la sensation que procure une surface pelucheuse, lisse, rigoureuse, douce, gluante ou brillante. La plupart des graphistes doivent transmettre visuellement la texture en utilisant des illusions pour suggérer comment leur travail pourrait être ressenti si les spectateurs pouvaient le toucher. Donc la texture est la sensation que procure une surface. Et cette surface-là est variée, tout dépend du contexte du message que je veux exposer. Donc la maîtrise de la texture est un élément important pour procurer un aspect soigné et professionnel aux conceptions. Donc en plus de la ligne, de la forme à laquelle je dois faire attention, de la couleur, je dois faire attention aussi dans ma conception à la texture. Bien sûr, les textures sont offertes par les logiciels graphiques. C'est ce qu'on utilise en arrière-plan ou bien pour faire la composition d'une image. Quels sont les types de textures? Il existe différentes façons d'expérimenter avec la texture dans votre travail de conception. Si vous êtes inspiré par la nature, vous pourriez travailler avec des textures organiques en vous inspirant des feuilles, de l'écorce des arbres, des pierres, de la fourrure, des fleurs, de l'herbe et de la terre, etc. bien sûr. Donc là, on est face à différentes textures. Ici, ce sont des textures murales. Donc, je peux photographier différents murs pour les utiliser comme texture en design graphique. Ou bien, je peux trouver tout ça. Il y en a beaucoup de banques d'informations sur Internet qui nous offrent des textures qui sont déjà prêtes et présentes. Ici, un autre genre de texture. Ici aussi d'autres propositions. Donc il y en a une variété et le designer aura le temps pour choisir la texture convenable à son travail. Donc c'est pour cette raison que le métier de conception graphique nécessite beaucoup de temps. Il s'agit d'une création artistique, donc l'artiste, le créateur graphique doit avoir du temps pour mieux tester les textures, tester sur le logiciel pour savoir à quel point cette texture-là peut aider à la formulation du message recherché. Bien sûr, il fait différents tests jusqu'à ce qu'il trouve la texture donnée, ou bien il fera un mélange de deux textures, etc. Ou bien il trouvera une texture, par exemple, en bleu, mais il a besoin de la couleur verte, donc il changera de couleur. Donc, il aura toute une liberté de choisir la texture qu'il veut, bien sûr, après différents essais et différentes autres modifications. Les types sont aussi un élément de conception graphique. Donc, que vous choisissiez une fonte ou que vous créez votre propre typographie pour un projet de conception graphique, il est important de s'assurer que la police que vous utilisez est lisible et appropriée à votre sujet. Donc, on parle ici de la police qui doit être lisible et appropriée, convenable à notre sujet. Donc, c'est très important de faire attention au choix de la police parce que la police a un grand impact au message et elle doit être en harmonie avec le sujet ou bien le message que je dois transmettre. La police a un impact sur l'ambiance générale d'une conception. Il faut donc se demander si vos lettres doivent être imprimées ou écrites et si elles doivent avoir
des angles aigus ou arrondis. Donc, dans ce qui est monde des enfants, on utilise par exemple des polices ou bien des lettres arrondies pour parler aux enfants. Lorsqu'il s'agit par exemple de publicité pour le tabagisme, on trouve des formes aiguës, grandioses, même parfois agressives, qui est incomparable aux lettres employées dans le monde de l'enfance, par exemple. Donc, le poids de votre lettrage est également un élément important de votre conception. En général, les lettres larges ou épaisses indiquent que les mots qu'elles représentent sont importantes. Donc, les lettres en gras, larges et épaisses indiquent que les mots sont importants. Toutefois, si vous n'êtes pas vigilant, elles peuvent aussi sembler lourdes ou perturber l'équilibre d'un dessin. Les lettres fines peuvent confier l'élégance ou la modernité, mais elles peuvent également sembler fragiles. Donc ici, les points positifs et les points négatifs. Si vous n'arrivez pas à choisir une seule fonte ou une seule taille, vous pouvez peut-être en intégrer plusieurs dans la conception finale de votre logo. Mais en général, il convient de ne pas dépasser 3 dans un projet donné. Donc, dans le seul projet, je ne vais pas faire une grande variété de choix de police et de lettres, mais je dois réellement faire un seul choix, 2 choix, largement 3 choix de lettres de police qui doivent être en harmonie totale, qui doivent être complémentaires pour différencier les mots. Donc, je peux changer de police, mais ça devrait être en harmonie avec l'ambiance générale et les autres polices employées. Donc ici, on trouve de différents types de polices ou bien de lettres. Il s'agit là d'un genre de lettres pour désigner un message précis. La lettre A est écrite sous de différentes formes, police. Donc, il y en a une variété et vous pouvez comprendre que chaque A expose un message donné ou bien peut désigner un contexte et un environnement donné. Le gold, ici, ça renvoie à un monde d'entreprise précis. Ça ne peut pas envoyer, par exemple, au monde de l'enfant, ce gold-là. Ou bien au monde de la nature. Donc, c'est un monde là professionnel et sérieux à travers le gold. Donc, il y en a de différents types et je vous invite à visiter Internet, Google Images pour trouver ou bien faire une idée plus détaillée sur les différents types dans la conception graphique, bien sûr, les polices, les lettres, etc. L'espace, c'est le 6e élément de la conception graphique. Donc, on a vu la ligne, la forme, la couleur. Aussi, on a vu le type. Donc, l'espace, l'espacement est un élément essentiel de la boîte à outils de tout concepteur. Il peut donner de l'air à une conception, augmenter son impact visuel, équilibrer les éléments visuels plus lourds et mettre en valeur les images ou les messages que les spectateurs doivent retenir. Sans suffisamment d'espace, une conception risque d'être trop encombrée visuellement pour être comprise par votre public. Donc, l'espace dans un travail graphique est très important et un élément très important. L'espace aussi est un élément fondamental, bien qu'il s'agisse seulement d'un espace, d'un vide, mais l'emploi de l'espace, de ce vide-là,
donne un sens. Ça permet au travail d'être lisible. Ça permet aux spectateurs ou bien aux récepteurs de bien recevoir l'ensemble des messages exposés par ce travail graphique. Donc, c'est un élément important parce que il ne s'agit pas de mettre les mots trop proches au dessin. Non, non, mais il faut faire de l'espace qui soit en blanc ou bien en texture ou bien en différentes autres couleurs pour donner un sens à la conception. L'espacement peut séparer des objets ou les relier. Parfois, la continuité de l'espace relie un élément à un autre. Lorsqu'il s'agit de l'océan, par exemple, relier l'océan, la mer au ciel pour formuler un message purement naturel qui soit de l'évasion, du voyage, de sensation du plaisir, etc. Un espacement étroit entre les éléments visuels indique qu'ils ont une relation forte, tandis qu'un espacement plus large indique qu'ils sont moins liés. Lorsque vous entourez un élément visuel d'espace, vous soulignez son importance. Mais l'espace peut également suggérer la solitude et l'isolement. Donc, si je veux aussi séparer des éléments, donc j'insère de l'espace pour exprimer le sens de solitude et d'isolement. L'espace positif désigne l'espace occupé par les éléments visuels sur lesquels un concepteur souhaite que son public se concentre. L'espace négatif désigne tout le reste, y compris l'arrière-plan. Donc, de nombreux concepteurs font l'erreur de se concentrer uniquement sur la création d'un espace positif qui est l'ensemble des éléments, mais un espace négatif organisé est tout aussi essentiel à une composition cohérente et visuellement intéressante. Donc, il s'agit de deux types d'espaces. Un espace positif, comme on l'avait dit, qui désigne l'espace occupé par les éléments visuels, qui sont les lignes, les formes, la couleur, la texture, les lettres, etc. Et l'espace négatif qui désigne tout le reste. Donc, si vous prêtez attention à la façon dont l'espace négatif affecte votre conception, il peut faire passer votre projet du statut d'amateur à un professionnel. Donc là, on est en train de voir un dessin dans lequel l'espace est employé de façon différente et variée. Et à chaque type d'emploi d'espace convient un message précis. Ici, on est en train de voir une répartition organisée, régulière, bien étudiée, symétrique de l'espace. Ici, une répartition de forme qui n'est pas symétrique, qui n'est pas organisée, qui n'est pas étudiée, mais cet espacement nous expose aussi un message. L'image est le dernier des éléments dans la conception graphique. L'image est un monde aussi, comme celui de la couleur. Le monde des images est un monde très vaste, très varié. Donc, dans notre cours, comme on l'avait dit, on est en train d'étudier les éléments de base de la conception graphique. Donc, dans 1h30, on ne peut pas savoir des informations très bien détaillées, surtout lorsqu'il s'agit d'un cours de spécialité. Donc, les écoles des beaux-arts enseignent l'image comme étant une matière et non pas un paragraphe dans un cours. C'est un monde trop vaste, c'est passionnant, c'est motivant. Donc, chacun d'entre nous
aime le monde des images, veut bien regarder des images belles, recherche des images, soit impressionné par des images, des photos, etc. Donc, c'est un monde vraiment passionnant à découvrir. Donc, je vous invite aussi à visiter Google Images pour mieux et plus de recherches sur le monde des images parce que la composition d'un travail graphique nécessite aussi une très bonne connaissance du monde des images. Donc, que les graphistes utilisent des photographies ou des illustrations, ils comptent sur des images pour attirer l'attention du public et exprimer des messages spécifiques. Une image fonctionne simultanément à plusieurs niveaux et fournit un contexte à la communication d'un concepteur, ajoute le drame ou l'action nécessaire et crée une ambiance générale. Lorsque vous incorporez des images dans votre travail, il est essentiel de trouver une image qui représente l'histoire correcte et maximise l'intérêt visuel. Donc, vous pouvez également mettre en évidence un élément spécifique d'une image pour indiquer où se situe le point central de leur attention. Les images sont peut-être les outils visuels de communication ayant le plus d'impact, ayant réellement le plus d'impact, les images, parce que on est habitué à voir des images. Tout ce qui nous entoure est un monde d'images, donc c'est un élément visuel qui attire l'attention. Si vous utilisez judicieusement leur pouvoir à bon escient, votre œuvre transmettra plus que vous ne l'auriez jamais imaginé. Et le monde des images, surtout les images ayant rapport au monde de la publicité et du marketing, c'est un monde trop riche et il y en a des images qui ont laissé un très grand impact sur les auditeurs ou bien l'audience, les téléspectateurs, les récepteurs d'un travail graphiste, d'un travail graphique ayant rapport à l'entreprise. Donc ici, on est en train de voir une variété d'images, images se rapportant à des êtres humains, comme on est en train de le voir. Une autre mosaïque d'images variées. Ici, un autre choix d'images et bien sûr le designer fait la composition d'images. Par exemple, ici on trouve différents éléments, donc il pourra faire la composition de ces mains là avec les cornets de glace, avec cet arrière-plan en rose bonbon, avec du vide positif et négatif, pour nous donner un message clair. Ici, dans cette image-là, il y a un homme avec de l'arrière-plan, une texture. Son regard est désigné vers un sens très bien précis. Donc, il y a une symétrie de sa présence, la présence de sa photo sur cette image. Et la texture, l'arrière-plan est très bien choisi. C'est tel qu'un mur avec des graffitis, des cœurs de différentes couleurs pour exposer un message donné. Donc, ce qui est nécessaire, ou bien il s'agit d'une photographie réelle, ou bien le graphiste a fait une composition d'une photo d'un homme avec une texture donnée pour exposer un message. Donc, ici, on est en train de voir une femme avec ce carré-là, avec un arrière-plan en bleu, c'est tel que le ciel, mais attention, il peut ne pas être un vrai ciel, seulement un bleu ciel dégradé, du foncé jusqu'au le clair pour désigner un ciel. Ici, on trouve de l'ombre pour dire qu'il s'agit d'un soleil fort.
pour exposer un message donné. Bien sûr, dans le contexte précis, on pourra bien retirer et conclure le message. Donc, c'est ce qui concerne le monde de l'image. Donc, on vient vers la fin de notre lecture 4, était réservée aux éléments de conception graphique. Ce sont 7 éléments donc, qui sont la ligne, la forme, la couleur, la texture, le type, l'espace et l'image. Faites encore de la recherche sur Google Images principalement pour voir la variété de ces types, de ces éléments-là sur Google Images pour mieux comprendre la spécificité de ces types-là. Bien sûr, dans les cours prochains, les lectures prochaines, on va entrer de plus en plus en détail parce qu'on doit manipuler les logiciels, donc on doit utiliser les lignes, les formes, la texture, on va utiliser tout ça sur les logiciels. Mais avant d'aller au logiciel et au programme numérique, il faut bien sûr comprendre la théorie, les éléments de base. Donc, je vous invite à visiter Google Images pour avoir des idées approfondies. Et je vous attends lundi prochain de 5h à 6h dans une séance de discussion pour plus de détails, d'exemples. J'attends vos questionnements, ce que vous avez compris, ce que vous avez mal ou bien vous n'avez pas bien saisi et compris, comment vous êtes en train d'évoluer dans ce cours-là. C'est très important pour moi de savoir une idée sur le feedback pour mieux avancer parce que le feedback est très important. Il me permettra peut-être de changer un peu du contenu du cours ou bien de changer du plan du cours s'il y en a des points qui vous intéressent le plus, s'il y en a des faiblesses sur lesquelles vous voulez qu'on se concentre mieux, etc. Et à propos de la manipulation technique des logiciels, je veux aussi les étudiants savoir une idée sur vos moyens matériels, d'ordre matériel. Est-ce que vous avez des ordinateurs? Est-ce que puissants ou bien avec des cartes graphiques acceptables, soi-disant? Est-ce que vous pouvez acheter des logiciels en ligne tels que Adobe ou bien vous préférez les versions free des logiciels graphiques? Donc, je veux savoir une idée sur vos moyens matériels pour bien planifier les prochaines séances de ce cours-là pour qu'on soit vraiment d'égal à égal. J'aimerais pas que des étudiants soient très bien avancés et que d'autres soient en arrière parce qu'il manque de moyens. On pourra réellement trouver toutes les solutions convenables pour que tout le monde réussisse ce cours-là et son projet d'entreprise médiatique et de création de logo pour l'entreprise médiatique. Donc, merci pour votre attention et au revoir.